Salut tout le monde et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on parle de l'inspection pré-achat et ce qu'il faut savoir. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous ne voulez pas manquer ça. David, une inspection pré-achat est une étape essentielle dans le processus d'achat d'une maison. Elle aide les acheteurs à évaluer l'état général d'une propriété et à identifier d'éventuels problèmes avant de s'engager. Cela implique qu'un inspecteur certifié examine les éléments structuraux et fonctionnels clés de la maison, comme le toit, la fondation, la plomberie, les systèmes électriques et bien plus encore. Ce processus fournit aux acheteurs un rapport détaillé mettant en évidence les réparations ou l'entretien nécessaire, leur permettant ainsi de prendre des décisions éclairées. Ma première question est bien simple. Dans tes clients, c'est quoi le pourcentage à peu près des gens qui font une inspection pré-achat? Il est assez élevé, c'est extrêmement rare. Parce que ça, c'est un des devoirs déontologiques du courtier immobilier. Il est obligé de conseiller à ses acheteurs de faire une inspection à ses clients. Fait que avec ce conseil-là, un courtier ne peut pas dire Ah, OK, c'est correct, ça ne fait pas, la maison est neuve. C'est pas correct. Là. On est obligé de conseiller le client d'en faire une. Après ça, c'est l'acheteur qui va décider en toute connaissance de cause qu'est-ce que ça implique s'il ne la fait pas. Puis c'est lui qui va décider. Fait que moi, la majorité de mes acheteurs en font, je te dirais, c'est quasiment plus que 9 fois sur 10 là, dans mon cas. Puis ça m'est déjà arrivé qu'un acheteur ne voulait pas en faire. J'ai fait affaire beaucoup avec des entrepreneurs généraux. Le gars, il avait beaucoup de propriétés. Lui, il n'en faisait jamais. Il allait voir, même si je lui disais, mais sincèrement, je pense que lui il aurait comme perdu son temps. Mais ça arrive. Il a déjà acheté quelque chose, puis là, finalement, il y avait un petit problème. Mais lui, il le réparait. Là. Ça ne dérangeait pas. Mais il y a quand même beaucoup de connaissances là-dedans, fait que lui, il faisait ça. C'est ça, c'est ça que je te dirais. Et j'aimerais qu'on y aille point par point pour ce sujet. Les objectifs ou l'objectif des inspections pré-achat, c'est évaluer l'état général de la propriété pour détecter les problèmes visibles et cachés. Ouais. Cependant, les inspecteurs ne vont pas nécessairement ouvrir des murs ou faire des gros travaux. Ils vont utiliser des outils qui peuvent voir à travers les murs ou la densité des murs. Mais c'est pas un contracteur qui arrive, qui défait la maison puis qui dit exactement ce qu'il y a là. Fait que c'est l'inspection visuelle. Fait que ça ne va pas nécessairement détecter les vis cachés, sauf que c'est parce que vis caché, c'est caché. Mais ça peut peut-être déceler des choses, des éléments qui nous démontraient qu'il y aurait un problème à tel endroit. Exemple, le détecteur d'humidité dans les murs. C'est plus que visuel, si on s'entend. Ouais. Ça, c'est très important au sous-sol. Et l'importance, c'est sûr que ça aide les acheteurs à prendre des décisions éclairées, comme on a dit, et comprendre aussi les besoins d'entretien et de réparation de la propriété. On a fait un podcast la semaine passée par rapport à ce qu'il y a comme des réparations, surtout avant l'hiver. Exact. Et le coût est généralement entre 750 à 850 par maison unifamiliale, peut-être un peu moins pour le condo. Les coûts varient selon la taille. Est-ce que ça fait du sens? Il y en a des moins chers que ça. Il y en a qui sont un petit peu moins chers que ça. Mais c'est sûr que c'est entre 600 et 800. Là. Puis le condo, là, si tu fais évaluer les espaces communs, ça va coûter beaucoup plus cher parce que ta partie privative, ça, c'est ton petit condo. Mais après ça, tu veux faire évaluer tout le condo. Exemple, il y a des corridors. Il y a 24 autres unités. Là, fait qu'il faut qu'il y ait dans le garage. Peut-être qu'il y a un garage. Il faut qu'il fasse l'extérieur. Fait que là, ça va coûter pas mal plus cher. Ça va être en haut de 1 000 $. Pour les deux inspections, tu sais. Okay. Espace commun plus espace privatif. Privé, oui. Et la meilleure façon de trouver un inspecteur qualifié, c'est comment? Il faut qu'il soit membre de l'Association des inspecteurs en bâtiment du Québec et qu'il ait une assurance responsabilité. Fait que parce que c'est ça qui arrive. Des fois, ça m'est déjà arrivé, moi, un acheteur, j'ai conseillé de faire l'inspection. Là, il me dit ça va être tel contracteur qui va le faire. OK. Mais il faut qu'il comprenne que si jamais le gars il détecte mal des choses, il n'y aura aucun recours contre l'inspecteur. Exact, et voilà. L'inspecteur guillemets, parce que finalement, c'est un contracteur général. Fait que là, tu vas être pogné tu n'as pas vraiment de recours. Fait que c'est pas mieux non plus. Mais lui, il tenait à faire ça, je lui ai expliqué. Il dit non, moi, c'est ça que je veux faire. Je lui ai dit OK. Mais tu n'as aucune protection. Perfect.
Et les éléments inspectés, on a dit, c'est une inspection visuelle, donc les composants extérieurs qui est le toit, la fondation, fenêtre. Les intérieurs, c'est la plomberie, les systèmes électriques. Donc, l'inspecteur regarde quand même la plomberie là, en dessous des lavabos et des armoires. Ouais. Il ouvre le panneau électrique, mais ne va pas nécessairement enlever les disjoncteurs. Là. Et il y a aussi une liste qui est checklist là, qui est détaillée. Donc, il fait beaucoup plus que juste ça. OK? J'aimerais savoir, tout ça, ça doit être noté dans un rapport d'inspection. Ouais. C'est quoi le processus suite à la visite pour le rapport d'inspection d'un inspecteur agréé? OK. Mais là, souvent aussi, tu sais, quand tu vas par exemple, moi, j'ai donné des contracteurs qui ne voulaient pas faire d'inspection, mais puis ils checkent bien vite un peu partout les gros éléments importants. Mais l'inspecteur, lui, fait vraiment une vérification méticuleuse de chaque coin de mur. Fait que tu vas vraiment. C'est pour ça que des fois, c'est bon sa méthodologie de travail à l'inspecteur va tellement être bien. Puis pousser que tu vas. Même un contracteur qui connaît beaucoup ça va peut-être manquer des choses s'il fait l'inspection vraiment rapide versus l'inspecteur. Ensuite, un coup que l'inspection est faite, le rapport d'inspection, il y a 72 heures pour le fournir. Habituellement, ils fournissent. Mais c'est 48. Mais ça m'est déjà arrivé 72 heures, mais habituellement, ils fournissent en dedans de 48 heures. Là. C'est 48 heures ou 72 heures, là, j'ai un blanc. Là. Fait que là, ils vont. Là, il faut attendre le rapport d'inspection écrit avant de prendre une décision. Parce que là, l'inspecteur va faire le tour. Il va te dire OK, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Même si tu te souviens de tout, des fois, verbalement, l'inspecteur peut dire des choses, mais dans le rapport, il va dire d'autres choses. Fait que c'est important d'attendre le rapport d'inspection, tu lis attentivement, parce que lui, il va se protéger. L'inspecteur va dire toujours, s'il y a un petit problème, il va dire vérifier qu'un professionnel qui est ben, dans ce domaine-là, qui peu importe si c'est de la plomberie, puis il y a un problème, ils vont dire fais venir un plombier ou un expert dans le domaine pour vérifier ça. Mais ça se peut que verbalement, il ait dit d'autres choses que c'est pas trop grave, tu peux le réparer toi-même, mais ça, c'est officieusement, il n'y a pas le droit de. C'est entre l'inspecteur et l'acheteur, mais lui, l'inspecteur se protège. Il dit, ben non, moi, ce que j'ai écrit dans le rapport, c'est ça, il faut que tu prennes en compte. Oui, exact. Tu lis le rapport. Si l'acheteur se déclare satisfait, tout est beau. S'il y a des choses qui ne sont pas correctes, l'acheteur peut essayer de renégocier le prix peut-être. Si le vendeur ne veut pas ou peut faire une contre-offre ou si personne ne s'entend, l'acheteur peut après ça décider de rendre la promesse d'achat de non avenue s'il y a des éléments qui sont significatifs pour lui, assez importants pour annuler ou pour négocier. Des fois, tu peux même essayer de négocier. S'il ne veut pas, ben, tu peux dire j'achète pareil aussi. Ça, c'est possible. Exact. Fait que voici, c'est à peu près ça la procédure. Tu vois, t'es en avance. Là. T'es en avance, là. Mon point, c'est la considération légale. Okay. Donc, c'est sûr que les inspections pré-achat ne remplacent pas la garantie légale. Là. Non. OK? Mais peuvent permettre d'identifier des vices cachés avant l'achat. Ouais. Mais des fois, non. OK? Donc, il faut juste être au courant de ça. Ouais. Parce qu'on a parlé que ce n'est pas un contracteur qui ouvre le mur. Là. Exact. Donc, oui, un bon inspecteur peut déceler des vices cachés, mais un bon inspecteur peut ne pas voir les vices cachés. Oui, parce que ça peut arriver. Mais ce qui est vraiment important quand tu fais l'inspection, c'est exemple que finalement, il y avait un vice caché qu'aucun inspecteur n'aurait pu trouver. Là, tu poursuis, là, finalement, l'ancien propriétaire, il ne veut pas collaborer. Tu le poursuis, mettons, tu arrives en cours. Ça se peut que le juge il dise tu n'as pas fait d'inspection. Exact. Fait que tu n'as pas fait toutes les vérifications qu'il fallait, ton devoir d'acheteur de faire ces vérifications-là. Ça se peut que tu n'aies aucun recours, même si normalement tu aurais pu avoir un recours. C'est une possibilité, là. Parce que c'est la responsabilité de l'acheteur de faire ces vérifications-là avant d'acheter. Fait que c'est important de le faire. Fait que finalement, le vice peut-être que l'inspecteur, tu aurais fait l'inspection, il n'aurait pas trouvé le vice caché en question, tu aurais réussi à gagner en cours. Là, dans la même situation, tu ne fais pas d'inspection, puis là, tu es pogné avec ce vice-là. Fait que c'est quand même assez important de le faire juste du point de vue légal pour la protection par rapport au vendeur. C'est très bien dit. Exactement. C'est ça. Et le dernier point, c'est les inspections en hiver. Ouais. On a fait la semaine passée un podcast justement sur comment dégager la neige à l'entour de la maison et du toit. Exact. Au moins ça comme entretien l'hiver. Donc, oui, lors de l'inspection, justement, toute cette accumulation de neige et les intempéries peuvent limiter la visibilité de certains éléments. Exact. Puis là, rendu là, l'inspecteur ne pourra pas vérifier. Ça va être écrit dans le rapport. Exact. David, on va passer à notre prochain sujet. Donc,
Les mises en chantier augmentent de 8% par rapport au mois dernier, selon la SCHL. Donc, c'est une bonne nouvelle. On le sait qu'on est dans une crise de logement. Donc, la SCHL indique que le rythme de mise en chantier d'habitation a augmenté de 8% en novembre par rapport à octobre. Ça, c'est du month over month, donc mois sur mois. OK. Grâce à la vigueur des mises en chantier de logement collectif au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique. Okay. Moi, j'habite en Alberta, donc je peux dire, il y a beaucoup de construction ici. Oui? Oui. Maison de ville, maison toute seule, maison semi-détachée, condo, high-rise pour les locations. C'est vraiment, vraiment bien. Mais je vois qu'aussi le Québec, ça se porte très bien. Oui. Donc, cette hausse s'explique par le fait que le rythme de mise en chantier dans les centres urbains a grimpé de 9% pour atteindre 245 000 mises en chantier en novembre contre 224 000 en octobre. Check ça. À Vancouver, Montréal et Calgary, plus de 30 000 de mises en chantier ont été enregistrées dans chacune des villes en novembre. C'est-à-dire que dans les mois à suivre, il y a 30 000 propriétés dans ces 3 villes qui vont être disponibles. C'est incroyable. C'est quand même très bien, là, OK? Si on s'en va dans la bonne direction. 30 000, c'est pas 35, là. Hein? Non, c'est beaucoup. Puis le rythme de mise en chantier de logements collectifs au milieu urbain, comme les appartements, les copropriétés, les maisons arrangées, comme j'avais dit, les townhomes, a augmenté de 11%. Tu vois? Oui. Tandis que celui des maisons individuelles ont cru de 4% pendant cette période-là. OK? Et dernièrement, donc, la SCHL indique que la tendance sur les 6 mois du taux annuel, donc le taux d'intérêt, là, a diminué de 0,3% pour s'établir à 243 000 unités. OK? Ma question est vraiment simple. Est-ce que tu crois qu'on va avoir un marché au printemps beaucoup plus hype que ce qu'on pensait l'été passé, là? Parce que tu te souviens, on faisait des podcasts, puis c'était pas nécessairement le bonheur qui s'en vient en 2025, là. Surtout avec les renouvellements beaucoup d'hypothèques, là. Donc, c'est ça ma question. Là, il va y avoir des renouvellements d'hypothèques, mais il va y avoir aussi beaucoup de mises en chantier qui vont être disponibles ces printemps-été. Est-ce que tu crois que ça va être un marché plus effervescent de ce qu'on croyait il y a quelques mois? Oui, mais là, c'est sûr que depuis un mois qu'on fait des podcasts, les derniers podcasts qu'on a faits, on a vu que les pronostics, c'est que sûrement que les maisons vont encore augmenter. Là, il y a une baisse du taux directeur à 3,25. C'est sûr que moi, je pense que oui. Là, moi, je pense qu'on s'enligne vers une bonne année 2025, en tout cas pour les courtiers. Peut-être moins pour les acheteurs parce que les maisons vont peut-être augmenter un peu plus. Mais là, s'il y a plus de choix disponibles aussi, peut-être que les maisons vont stagner un petit peu. Peut-être s'il y a moins d'offres s'il y a plus d'offres que de demandes, peut-être que ça va se stabiliser un petit peu. Mais oui, grosso modo, je pense que ça va être plus. On s'enligne dans un marché plus actif encore. Là. Puis, je ne sais pas si c'est à moins qu'ils remontent les taux hypothécaires, je ne pense pas que ça va s'améliorer. Fait qu'est-ce que c'est une bonne nouvelle que ça va être un marché plus effervescent? Ben, ça reste à voir. Là. Mais oui, je pense qu'effectivement, ça va être comme tu as dit, là, ça va être pas mal plus actif. Des deux côtés, vendeurs-acheteurs. Mais il faut faire attention parce que les mises en chantier, ce n'est pas nécessairement à vendre. Des fois, c'est juste des logements locatifs. Le contracteur, il garde l'immeuble. Ce n'est pas nécessairement une maison qui va être disponible pour un acheteur, mais elle va être disponible en tout cas pour un locataire. Et voilà, c'est ça. Mais une personne qui ne pourra pas nécessairement faire des transactions en tant que courtier immobilier, c'est une de tes bonnes amies, je crois. Oui, je t'avais fait mon cours avec. Ton secondaire ensemble. Le secondaire ou le cours de courtier immobilier? Je fais le secondaire ensemble plus cours de courtage immobilier. Résidentiel. Exact, OK. Donc, offre d'achat bidon, Christine Girard et Radi Avi. Ah oui. Je voulais faire ce segment parce que moi aussi, j'ai été courtier. Toi, tu es courtier. Ouais. Et des erreurs, ça peut arriver. Donc, je ne connais pas vraiment tout le cas, là. Et, tu sais, des fois, les gens peuvent être jaloux. Ça aussi, il faut faire attention. Ouais. La façon que l'article sont faits. Mais je voulais quand même le faire parce que... Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, les articles, c'est tout le temps... ils veulent faire des articles sensationnels. Des sensationnalistes, exact. Mais c'est quand même, tu sais, si elle est rendue là, c'est quand même pas cool pour la profession. C'est juste ça. Non, c'est sûr. Mais je pense que l'OACQ voulait montrer au public que le public est protégé. Ça, c'est le point. Puis ils veulent redorer l'image. Je crois qu'ils ont été un peu loin.
Ouais. Parce que moi, j'en connais des gens qui tu sais, t'es courtier, je suis courtier, là. J'en ai entendu, j'en ai vu. C'est pas la seule qui fait ça, là. Non, mais il y a une OK? différence, par exemple, Dragoche, de dire, de ne pas dire la vérité. On a un devoir déontologique de dire la vérité. On ne peut pas cacher des choses. Mais de là à faire des offres, des fausses offres, c'est quand même de la grosse fraude, là, je trouve. Là. Fait que, tu sais, Ouais. est-ce qu'ils sont allés trop loin? Tu sais, c'est comme si un médecin, mettons, il falsifiait des rapports. Oui, c'est un bon point. Tu sais, mettons, il va faire un faux diagnostic de cancer Ouais. pour avoir plus Pour d'argent, avoir la mettons. prime de la RAMQ. C'est Pour se faire ça. payer la RAMQ, tu sais. Fait que, tu sais, ou un notaire qui falsifie des documents, tu sais, c'est quand même grave, là, je pense. Là. Tu sais, c'est des fausses offres d'achat. Là. D'après le médecin, je pense pas qu'il serait radié juste 10 ans là, si c'était d'affaires de même, là, mettons. Tu sais, on essaie de comparer, là, pour qu'on puisse s'imaginer. Là. Fait que je pense pas qu'on a été trop loin. Tu sais, elle avait juste menti sur l'affaire, mais là, elle a fait des faux documents. Tu sais, mais je pense quand même qu'il voulait faire aussi une sentence Ouais. exceptionnelle. Parce que check ce qui est arrivé. Tu te souviens qu'elle a eu comme un autre. Ici, check. Donc, une radiation permanente est très difficile à obtenir. Ah ouais. Mais Et non, Mme c'est Girard la première fois, je pense, d'après moi. Mais oui, moi, j'ai jamais entendu ça à vie. C'est ça. Et avait d'abord été condamné à une suspension de 15 ans. OK. Et une amende de 50 000. On a fait celui-là, je crois qu'on a déjà parlé de ça. Oh, ben, on l'avait pas vu la sentence, mais ça de mémoire. Oui, je crois que c'est ça. Pour l'orchestration d'une stratagème d'offre bidon. OK? Mais c'est ça. Donc, une révocation permanente du permis de courtier d'intime s'impose puisque c'est la seule sanction qui pourra adéquatement protéger le public. Ben, ils veulent redonner confiance envers les courtiers. Moi, c'est ça que je pense que c'est passé. C'est elle qui a écopé pour tous les gens qui ont fait ça avant elle. Mais c'est ça. Non, mais c'est ça, à l'école pour tout le monde. Je comprends ce que tu veux dire. Les courtiers, s'il y a d'autres courtiers qui ont déjà fait cette stratagème-là. J'ai oublié ça, là. Il y en a d'autres qui font ça. C'est correct, tu sais. C'est parce que s'ils font pas ça, ça va continuer dans le domaine. Mais je trouve ça super plate pour Christine, parce que ça partait peut-être pas de savoir d'une mauvaise intention. Là, non, je crois pas. Tu s'entends, je vais parler compétition, tu veux être la meilleure, tu veux être bonne, tout à fait, go. Elle n'avait pas besoin de ça, tu sais. Elle donne un service incroyable, tu sais. Parce qu'au final, c'est les vendeurs qui en bénéficiaient. Elle voulait que ses vendeurs aient plus d'argent. Fait qu'elle faisait ça pour ses vendeurs. Puis, tu sais, mettons que son vendeur avait 10 000 de plus, sa commission, ça change. C'est genre 500 pièces de plus une commission. C'est pas comme vraiment incroyable. Là. Fait que des fois, elle allait chercher un petit peu plus. Exact. Ou elle réussissait à enlever l'inspection, tu sais. Exact. Sûr que ça encore, mais ça, c'est encore... Mais ça, pendant le temps de la pandémie, là, c'est fou. Moi, mon condo, je l'ai vendu, c'est comme, j'ai dit aux gens, mettez, tu sais, moi, j'ai envoyé des immo-contacts, mais mets ton inspection, tu sais, parce que j'avais mon permis. Il faut que je m'assure qu'ils comprennent, tu sais, parce que c'était mon condo. C'est clair. Puis, il y a eu une offre, celle que j'ai acceptée parce que c'était une personne très cool, puis aussi, elle m'a offert un bon prix, mais elle n'avait pas d'inspection. Ouais. Et je lui ai dit, il faut que tu mettes une inspection. Elle a dit non. Ouais. L'acheteuse, là, c'est comme non. Fait que là, tu sais, c'est ça qu'il faut faire. Il faut envoyer des immo-contacts, il faut avoir des preuves que tu as redit, puis que j'ai demandé à son courtier, tu as dit. Ouais, c'est ça. Mais bref, tu sais, moi, je rien contre Christine, mais c'est sûr que c'était quand même vraiment grave ce qu'elle a fait, là. Selon l'OACIQ, en tout cas. Exact. Fait que c'est ça, c'est exemplaire pour tout le monde. Fait que tu as une anecdote? Ouais, ben rapidement, acheteur, il veut acheter, comme tu dis, même chose que toi, il ne veut pas faire d'inspection. Yeah. J'ai dit, t'es sûr? J'ai dit, au début de l'affaire. Il dit, non, moi, je ne fais pas d'inspection. Il m'appelle un an après. Ouais, j'ai fait des trous dans les murs, donne-moi ça partout en bas. Je dis, OK. Là, je dis, ben, c'est un vice caché. Fait que, j'ai dit, essaie de t'entendre. Là, j'ai expliqué à marche à suivre. Il faut qu'il fasse dénonciation, divulgation l'ancien propriétaire. Tu essaies d'avoir une entente amicable, ça ne marche pas, mais tu peux avoir des recours. Tu sais. Mais bref, s'il avait fait son inspection, là, il aurait peut-être pu mettre. L'inspecteur aurait pu arriver avec son détecteur d'humidité d'Amber, puis peut-être qu'il l'aurait vu. Ou avec la caméra de thermique. Il y a des inspecteurs qui ont ça maintenant. Et, fait que tu vois les différences de chaleur dans les murs. Puis des fois, tu peux détecter s'il y a de l'infiltration d'eau, des choses comme ça. C'est ça. Fait que finalement, ben là, je pense qu'il s'est arrangé lui-même. Il a tout arraché puis il a fait les travaux. Là. Fait que c'est assez important l'inspection. Puis même en tant qu'entrepreneur ou t'es charpentier menuisier, tu dis moi, j'en fais pas d'inspection. L'inspecteur, lui, il va ouvrir l'armoire du bas.
va regarder si ça coule. Exemple, le robinet, là, il va ouvrir la champlure, il va ouvrir les armoires du bas, il va voir si ça coule. Ben, si ça coule, l'entrepreneur général, il ne fera pas l'inspection de chaque affaire. Il va checker la pression d'eau. Il flush la toilette. C'est quand même le fait de savoir, ta douche, as-tu de la pression quand tu flushes la toilette? Y a-tu un problème de tuyauterie par rapport à ça? C'est le genre d'affaire que les gens font. C'est l'exemple que je donne là. Fait que, bref, cette station-là, il ne l'a pas faite. Puis peut-être que l'inspecteur ne l'aurait pas trouvé, mais peut-être que oui. Puis il se serait peut-être sauvé de ça. Yeah. David, c'était encore un très bon podcast. Plus rapide, plus au sujet, j'aime ça. On va continuer comme ça. Est-ce que moi, j'ai fini mes points? Moi, tout est beau. Tout est beau pour moi, ma gauche. Ouais. J'espère que tout est beau pour tout le monde aussi. J'espère moi aussi, surtout dans les temps des fêtes. Ouais, c'est ça. On aimerait dire au monde joyeux Noël, bonne année. Parce que là, nous, on le tourne en 23 décembre, ce podcast-là. Donc, exactement. Fait que c'est pas mal les derniers, là, 2024. Les derniers balbutiements. Exact. Nice. OK, encore une fois, joyeux Noël, bonne année à tout le monde. Et on aimerait aussi vous dire merci pour votre écoute et votre soutien. Et on se revoit la semaine prochaine. Ciao. Merci tout le monde. Ciao.